Bien, bonsoir à tous et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour notre rendez-vous de Actu RH sur tout ce qui touche à l'actualité juridique et sociale du mois dernier, avec Maître Patricia Gomez-Talimi et Maître Amélie Angèle Dinger de PDGB Avocats. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Amélie Angèle Dinger qui va nous en dire plus sur les actualités juridiques du mois. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pour cette session un peu particulière d'actualité juridique, elle sera effectuée en 3 parties. Alors comme d'habitude, les 2 premières parties, ce sera sur la législation et la réglementation du mois écoulé, de même que pour la jurisprudence en matière de droit social. Et nous finirons par un zoom, un focus sur les relations individuelles et collectives de travail sous cette période un peu particulière de reconfinement dû au Covid-19, où nous expliquerons les dernières mesures prises par le gouvernement. Sans plus attendre, on va commencer par les textes du mois passé. Et un premier point, c'est sur le protocole transactionnel avec l'URSSAF. Effectivement, il y a 5 ans de ça, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 avait permis aux URSSAF de conclure une transaction avec les cotisants sur certaines créances, évidemment, pour mettre un terme à un litige des opposants, moyennement des concessions réciproques. Depuis 5 ans, nous étions toujours en attente de ce modèle de protocole transactionnel et c'est chose faite depuis la publication d'un arrêté du 8 octobre 2020 qui a été publié au journal officiel du 20 octobre 2020. Concrètement, cette possibilité de conclure une transaction avec l'URSSAF ne peut porter que sur des sommes qui ne sont bien évidemment non prescrites, qui a un rapport avec le montant des majorations et pénalités de retard, ou, à titre d'exemple, l'évaluation d'éléments d'assiette qui est relatif à un avantage en nature ou des frais professionnels et dont il y a une difficulté particulière qui n'a pas été tranchée. Voilà pour ce protocole transactionnel qui vient de paraître et désormais, une transaction pourra être conclue entre les cotisants et l'URSSAF. Autre actualité juridique qui est relative à l'AGEFIP, qui est l'association des gestions du Fonds pour l'insertion professionnelle, qui a communiqué très récemment qu'elle allait perdurer les 7 exceptionnels Covid-19 jusqu'au 28 février 2021. Concrètement, avec cette période un peu compliquée, elle va permettre aux entreprises de financer les équipements spécifiques de prévention du risque Covid, notamment pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes et aux personnes ayant des troubles cognitifs nécessitant une lecture labiale, de prendre en charge ces équipements en question. Également, elle maintient l'aide financière versée aux employeurs de moins de 250 salariés qui rencontrent des difficultés pour poursuivre soit les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation pendant cette crise qui touche la France. Également, 2 aides forfaitaires de 2 000 € sont également prévues pour les employeurs, le temps qu'ils puissent se retourner dans cette situation un peu particulière, qui cherchent soit des solutions pour maintenir dans l'emploi les handicapés qu'ils avaient embauchés et qui étaient précédemment financés par la GFI, et ou en vue de compenser le temps supplémentaire que vont mettre les employeurs pour trouver des solutions face aux difficultés qu'ils rencontrent. Un autre sujet d'actualité intéressant, c'est l'encadrement du travail des enfants youtubeurs ou influenceurs. Il faut rappeler que jusqu'à présent, jusqu'à cette loi du 19 octobre 2020, ces enfants youtubeurs ou influenceurs étaient dans une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'encadrement juridique pour ces enfants-là.
Cette loi permet une mise en place d'un cadre légal. Alors, il faut savoir que sur cette loi, la particularité, c'est qu'elle n'entrera en vigueur qu'après le 20 avril 2021. Concrètement, cela concerne les enfants de moins de 16 ans qui sont le sujet principalement d'un enregistrement audiovisuel dans le cadre d'une relation de travail en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, YouTube, Instagram. Et donc, l'idée, ça va être de leur donner des droits pour lui permettre d'être protégés le mieux possible. Ces enfants vont, pour exercer une relation de travail, vont devoir avoir une autorisation individuelle délivrée par l'administration. Va être donnée sur une durée déterminée, permettant de pouvoir effectuer des enregistrements, plusieurs enregistrements sur une durée déterminée, ce qui évite d'avoir une autorisation individuelle à chaque fois qu'il y a un enregistrement. Également, il est prévu dans cette loi que pour les enfants de moins de 13 ans, une autorisation écrite préalable de l'enfant de plus de 13 ans devra être donnée pour les enregistrements. Concernant les mesures protectrices de travail, cette loi met l'accent sur les conditions de travail, notamment en matière de durée de travail et de rémunération. Et les gains qui vont être gagnés par l'enfant vont être consignés auprès de la caisse et des dépôts et de consignation jusqu'à leur majorité. Il faut savoir que si les conditions ne sont pas remplies de cette loi, l'employeur qui utilise l'image de l'enfant à des fins d'enregistrement audiovisuel peut être poursuivi pour une infraction qui sera punie de 3 750 € d'amende et en cas de récidive peut aller jusqu'à 4 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Il faut savoir également que les parents ont un rôle majeur également dans la protection de leurs enfants, puisqu'ils devront déclarer le travail de leurs enfants, même s'il n'y a pas de lien de travail, même s'il n'y a pas de relation de travail, dans la mesure où la durée d'enregistrement va dépasser une durée qui sera fixée par décret, et également si la rémunération dépasse un certain seuil qui sera également fixé par décret. Vous l'aurez compris, suite à cette loi-là, un décret devra rentrer en vigueur et nous sommes toujours dans l'attente de la parution de ce décret. Autre sujet, les stages de récupération des points du permis de conduire ne sont pas éligibles au compte professionnel de formation. C'est des règles d'éligibilité qui ont été édictées le 19 octobre 2020 sur le site Mon Compte Formation, dans lequel il est rappelé les formations qui sont possibles, qui sont éligibles au CPF. Il a été précisé que pour ce qui concernait les stages de récupération de points et également tous les autres permis autres que le permis de conduire de véhicules ou de véhicules, soit de véhicules ou de camions, eh bien, il n'était pas éligible au compte professionnel de formation.